Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous désormais habituel que vous propose Haute-Garonne Tourisme avec aujourd'hui un rendez-vous à Toulouse, la capitale de Haute-Garonne, dans un lieu de mémoire et vous allez le voir avec une thématique mémorielle forte avec des invités qui évoqueront le passé industriel de Toulouse et de sa région. Mais aujourd'hui nous sommes dans un lieu, je vous l'ai dit, un peu particulier de mémoire avec notre hôte Antoine Grande qui nous accueille. Bonjour Antoine, merci. Bonjour, de nous accueillir. De la Résistance. Voilà, et de la déportation, puisque le sujet est évoqué ici. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu la philosophie de ce lieu, son histoire aussi? Elle est assez ancienne finalement. Au lendemain de la guerre, rapidement, les associations qui se forment, d'anciens résistants, d'anciens déportés, comprennent qu'il faudra, au-delà de leur existence et de leur témoignage, établir des lieux qui conservent les objets, les indices, les témoignages de la résistance et de la déportation. C'est ici, à l'Allée des Demoiselles, qu'est installé le premier des musées de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne, avant même qu'il devienne un musée départemental par d'anciens résistants, d'anciens déportés. Et en 1977, le musée est ainsi lancé. C'est le début de son existence, une existence qui, comme vous le voyez autour de vous, a connu de nombreuses rénovations. Dans les années 1990, le musée est confié au conseil départemental de la Haute-Garonne jusqu'à ce qu'en 2020, la collectivité décide de donner à cette collection, à tous ces objets, à tous ces témoignages, que ce soit des objets qui nous reviennent de l'enfer, qui nous reviennent des camps, mais aussi des objets qui sont ceux de la lutte et de l'espoir, de l'humanité et de la résistance, de leur donner un nouveau cadre, un nouvel écrin pour être présentés. On a plus de 10 000, je crois, à peu près. Absolument. On a environ 14 000 objets dans nos collections, collections sur lesquelles nous travaillons encore, parce que c'est aussi ça, un musée, c'est un espace de recherche, c'est un espace de travail historique pour mieux les documenter, et c'est un espace de conservation et de protection. Ce que vous voyez autour de vous, dans cet espace d'exposition temporaire, de même que ce que l'on pourra voir dans les expositions temporaires, pardonnez-moi, en bas, ici, dans l'espace d'exposition permanente, ce n'est qu'un aperçu minime, un prélèvement de l'ensemble de ce dont nous disposons, avec une volonté de faire tourner en vitrine ces œuvres pour que les différents dons qui nous sont confiés, que nous collectons, que nous conservons, que nous restaurons soient présentés. Alors pourquoi nous les présentons ? Parce que nous sommes dans un musée, nous sommes dans un espace scientifique, historique, mais nous sommes aussi dans un objet citoyen et mémoriel. L'histoire de la résistance et l'histoire de la déportation, l'histoire de la collaboration, du nazisme, de l'antisémitisme et de tous les racismes sont ici des vigies au musée, car le musée est une école de la citoyenneté, est une école de l'histoire, pour les scolaires, pour les classes, mais pas uniquement. À travers notre programmation, à travers les expositions que nous développons, nous avons à cœur que ce musée soit ici, en Haute-Garonne, une maison de formation continue, en quelque sorte, de citoyens éclairés et conscients qui vivent dans une humanité plus fraternelle et apaisée. On en a vu ce matin des élèves qui étaient là pour découvrir ce lieu qui les a tout à fait étonnés. J'ai discuté avec certains qui étaient surpris de voir la richesse de la collection. Vraiment, il y a un souci de perpétrer la mémoire, évidemment, de tous ces événements. Oui, et c'est là que nous allons retrouver nos collègues des autres musées aussi du département. Nous sommes des écoles d'incarnation et de matérialisation. Et à l'heure de la disparition de ceux qui ont été les acteurs, de ceux qui ont été les victimes, il nous faut donner à nos collections, donner à nos expositions une fonction nouvelle, celle de la permanence et de l'intemporalité des valeurs, des engagements et de ces combats. On va les retrouver, toutes ces valeurs, dans les différents lieux qui font l'intérêt de cette émission aujourd'hui. Je crois que vous le verrez en nous suivant tout à l'heure. Et on va poursuivre ce Facebook Live avec la présentation des invités qui nous ont rejoints aujourd'hui. Fabienne Péris-Rimbaud, qui nous fait le plaisir de représenter Musée Aéroscopia. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes responsable des collections et de la diffusion culturelle. En effet, j'ai cette chance-là, voilà, j'ai cet honneur parce que un bel outil aussi. Voilà, nous avons de très belles machines. Voilà, on va en parler. Beaucoup moins que le musée de la Résistance, mais de très grosses machines. Une autre approche, effectivement. Puis on va le voir si le visuel revient, mais je reviens vers vous, Fabienne. Tout au bout, Magali Delmas, qui est, elle, ici pour représenter, bonjour Magali, l'Office de tourisme de Toulouse. Vous êtes guide conférencière, donc vous êtes, vous, au plus près du terrain.
C'est ça. C'est ça, avec nos visiteurs touristiques. Qui sont revenus. Oui, ça y est, c'est une bonne nouvelle, je crois, on va en parler parce que ça fait très plaisir. Hein, ouais. On est vraiment très heureux de tout cela. Des nationalités qui reviennent. Voilà, plusieurs nationalités, les Américains, les Espagnols. Voilà. Oui, c'est super. Et tant mieux. Et je pense qu'ils vont évidemment voir Christophe sur son lieu de prédilection, et puis en fait 2 lieux de prédilection, puisque Christophe Chaffardon, vous êtes directeur éducation, sciences et culture pour la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers. Tout à fait, voilà. Je suis heureux, ravi d'être avec vous cet après-midi. On est ravis de vous avoir pour parler d'un site star à Toulouse, la Cité de l'Espace, quand même, c'est pas rien. Et puis l'Envol des Pionniers a tout son charme et son actualité, on va le voir. Il y a une exposition très intéressante autour d'Antoine de Saint-Exupéry. Je disais, ce prisme mémoriel, mine de rien, Antoine, vous l'évoquiez, ici on est dans un lieu de mémoire, évidemment. C'est ce qui fait la trame directrice un petit peu. On vient facilement voir ce musée. Est-ce qu'on est incité? Comment on peut faire pour venir vous voir? Parce que le sujet est quand même délicat. On ne vient jamais assez facilement me voir et c'est pour ça que je vous remercie et je remercie mes collègues d'être là aujourd'hui. C'est important d'en parler parce que le musée, nous l'avons dit, est riche de collections, d'objets, d'événements, on en parlera tout à l'heure, je crois. Mais il est à la fois dans Toulouse et un petit peu à côté des grandes circulations toulousaines. Et donc, venir au musée de la Résistance et de la Déportation, ce n'est pas passer devant, c'est s'y rendre. C'est s'y rendre pour, naturellement, venir regarder ces objets dont on a parlé, venir écouter nos guides à travers nos visites guidées, dans le cadre d'une activité en plus qui est entièrement gratuite. C'est une volonté de la collectivité que l'accès soit entièrement gratuit ici dans ce musée. C'est le conseil départemental. Du conseil départemental, absolument. Propriétaire du lieu. Mais c'est aussi venir sur des temps de programmation, parce que vous avez évoqué la question mémorielle. La mémoire, c'est donner une fonction à l'histoire et je crois qu'il faut savoir l'assumer sans aucune gêne. Et nous pensons qu'il y a dans les engagements de la résistance et les exemples d'humanité portés par le souvenir des déportés, par mesure de répression ou persécution raciale, des enseignements qui nous sont utiles aujourd'hui. On le voit dans une société encore traversée par les crises et les inquiétudes. Et nous nous efforçons ici, autour de la programmation, autour des engagements de ces pionniers, de parvenir à actualiser ce discours à travers une programmation extrêmement variée très riche, et tournée vers sa temporalité, notamment estivale. Mais on va en parler tout à l'heure en détail. Puis je pense à Magali, on l'évoquait tout à l'heure, pour venir au musée, on peut suivre simplement le canal du Midi. Tout à fait. C'est quand même une belle ligne directrice, le canal du Midi. Voilà. Et on est dans la ville et un petit peu à l'extérieur. Tout à fait, il y a tout, il y a même la nature, c'est bucolique, voilà, c'est là pour tous les goûts, pour le canal du Midi, on ne s'ennuie pas. Bon, alors vous allez voir qu'avec le Facebook Live, on ne vous ment jamais, avec une vidéo qui a été tournée sur la ville et sur les lieux que nous évoquons aujourd'hui, que ce soit le musée Aéroscopia, la Cité de l'Espace, et puis les canaux de la ville, et puis le musée qui nous accueille aujourd'hui, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation. A tout de suite et bonne découverte de Toulouse.
pu vérifier le donjon du Capitole est merveilleux. C'est le siège de l'Office de tourisme à Toulouse. C'est ça, oui. c'est bien ça. D'où on peut aborder une première balade au centre-ville. C'est ça, la plupart à l'idée, donc le lieu de rendez-vous c'est là-bas devant l'Office du tourisme, le donjon du Capitole. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous tromper, près de la place du Capitole. J'ai vu de beaux objets, on en parlait avec Antoine, ils ont des dimensions différentes, Fabienne, au musée Aéroscopia. Oui, en effet, on ne peut pas comparer avec la taille de la 380. C'est vrai qu'il est visitable, hein, il faudra en parler en détail tout à l'heure. Oui, on va en parler. On va en parler parce qu'il y a de belles choses à voir chez Aéroscopia et puis à la Cité de l'Espace, évidemment, de la nouveauté. On peut peut-être, je le disais tout à l'heure, c'est un site un peu star à Toulouse, la Cité de l'Espace, qui date de 25 ans. 1997, donc nous allons fêter les 25 ans bon de la Cité anniversaire. de l'Espace. Merci Pascal. Bientôt. Nous allons bientôt fêter, on va vous tenir au courant évidemment de cet événement. 25 ans de Cité de l'Espace. Oui, parce que Toulouse, vous le savez, on le sait, c'est la capitale européenne de l'espace. Hein, plus de 15 000 personnes qui travaillent dans le secteur spatial ici à Toulouse. C'est pas un hasard, c'est la Cité de l'Espace est à Toulouse. Et on continue notre mission proposée pour le plus grand nombre des découvertes sur ce qui se passe actuellement dans l'espace. Peut-être que vous alliez me lancer là-dessus, sur ce qui se passe aujourd'hui sur Mars. Par exemple, on a une très belle nouveauté. Voilà, le terrain martien, ou actuellement dans l'ISS. Oui, parce que c'est ça, on est vraiment en prise avec l'actualité de l'espace. Oui, alors vous savez, c'est pas facile d'arriver dans l'espace. Hein. Sur Mars, on n'a pas encore envoyé les hommes et c'est pas demain la veille qu'on va réussir. Par contre, on a envoyé des robots. Et des robots avec des équipements, des instruments français, toulousains, même, qui sont développés ici à quelques kilomètres. Et donc on a développé, imaginez, ce qu'on appelle le terrain martien. On ne peut pas aller sur place, donc on va tout rejouer dans un vrai terrain martien, comme un cratère de Mars, avec les couleurs, le rouge orangé, avec les textures, avec les roches. On a travaillé avec les scientifiques toulousains pour être plus proche de la réalité et faire évoluer ce qu'on appelle les rovers, les robots sur roues, qui explorent en ce moment même sur Mars. On ne peut pas y aller, mais on peut tout rejouer et le vivre à la Cité. Bon, alors, il est enthousiaste, Christophe, parce que c'est la nouvelle animation de la Cité depuis quelques semaines à peine. Oui, ça vient juste d'ouvrir, une nouvelle animation immersive, hein, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans un univers, vous allez voir, hein, on est sur Mars, littéralement, et ce qu'on aime bien aussi à la Cité de l'Espace, et de plus en plus, c'est tenir nos visiteurs informés de l'actualité spatiale, de ce qui se passe. Vous en entendez beaucoup parler dans les médias, dans la presse, à la radio, à la télé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace, mais quand on vient à la Cité, on découvre ce qui se passe, on comprend mieux, et donc là, on va pouvoir jouer toute l'exploration martienne des 10 prochaines années. Il y a plein d'explorations qui vont être proposées, toutes aussi passionnantes les unes que les autres, et on va le rejouer sur cette scène incroyable, le terrain martien. Alors de 500 ou 900 mètres carrés. Oui, 800 mètres carrés, c'est ça. Donc là, on peut loger plus de 200 à 250 visiteurs, et puis chaque jour, on propose des animations qui durent à peu près 30 minutes, avec nos animateurs scientifiques. Vous savez, ça c'est aussi une des spécificités. On a beaucoup d'animateurs scientifiques qui proposent des médiations humaines tout au long de la journée en différents lieux. Et là, dans le terrain martien, accompagnés de ces fameux rovers, nos animateurs vont expliquer, on appelle ça les rovers entrent en scène, c'est le nom de l'animation, tous les jours, vont expliquer comment on explore Mars grâce à ces engins. Et vous êtes allé tellement dans le détail qu'on va voir les ponctions faites par la caméra. Alors là, c'est ça, Pascal, voilà, là on a affaire. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, il y a un rover à l'actuel, il s'appelle Perseverance, c'est un rover américain. Il est sur Mars. Il est en train de bouger et d'essayer d'étudier Mars. En fait, il cherche à savoir s'il n'y a pas eu des traces de vie sur cette planète Mars. Pour le moment, on n'en a pas trouvé. L'instrument principal de ce rover, Perseverance, c'est un instrument qu'on appelle SuperCam. C'est une caméra qui a été réalisée ici, à Toulouse, qui tire avec un laser sur les roches et qui étudie à distance en fait les roches pour savoir si c'est intéressant d'aller en chercher, de les prélever pour un jour les ramener sur Terre. Et en effet, donc ces tirs laser laissent des petits impacts noirs. Et alors voilà, pour les spécialistes, vraiment ceux qui se veulent, je ne dis pas où c'est, hein, mais à différents lieux de Terre. Justement, mais le problème avec la Cité, c'est qu'il y a des choses à voir à tous les mètres dans ce site, sur ce site. Oui, c'est vrai que en ce moment aussi, il y a quelque chose, vraiment ça, c'est tout à fait original, on n'avait jamais non plus fait ce type d'animation. Comment l'ESA recrute ses astronautes? C'est dans l'animation. Vous savez qu'en ce moment même, il y a une nouvelle campagne de sélection des nouveaux astronautes européens de l'Agence spatiale européenne. Là, pour votre petite information, il n'y en a plus qu'une centaine, 120 là, qui sont encore en course. Donc là, sur plus de 22 000 candidats, sur toute l'Europe. Bon, eh bien, on vous propose, pendant 40 minutes, d'essayer de comprendre en fait quels sont les critères de sélection des astronautes de l'ESA, en vous confrontant un petit peu à certaines de ces épreuves. Alors, c'est pas une vraie
présélection que l'on fait avec les visiteurs, mais ça aide un peu mieux à comprendre pourquoi on cherche des capacités particulières chez les astronautes, la mémoire visuelle, la capacité à collaborer, ça c'est hyper important, ou la capacité à se rendre compte de l'environnement qui nous entoure. L'exercice physique, on ne fait pas faire un marathon, hein. Mais bon, on essaie quand même d'inclure quelques activités, ça dure 40 minutes, c'est vraiment très amusant et surtout ça aide à comprendre quel est exactement le profil que l'on cherche pour devenir astronaute comme Thomas Pesquet. En parlant de timing, on va passer le micro à Fabienne Péris-Rimbaud qui représente donc Aéroscopia, qui, mine de rien, est dans la même philosophie de travail et de culture scientifique. On est là pour montrer aux gens. Exactement, nous appartenons à la DCSTI, c'est le service de la métropole qui gère toute la culture scientifique et nous collaborons régulièrement, d'autant que nos sites sont tout à fait complémentaires. Tout à fait, oui. Oui, le public peut aller d'un à l'autre en prenant la voiture ou un transport en commun. Tout à fait. Et donc Christophe a parlé de Toulouse, capitale du spatial. Toulouse est également capitale de l'aéronautique, avec bien sûr le siège du constructeur européen. Et puis une histoire qui remonte à la Première Guerre mondiale, mais qu'on aime faire remonter, nous, au musée, à Clément Ader. Toulouse est une terre aéronautique, on va dire fertile, puisque Clément Ader est né à Muret, à 15 km de Toulouse, et en 1890, il a volé pour la première fois à bord d'un engin plus lourd que l'air. Et Clément Ader est également l'inventeur du mot avion. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire de notre musée. Si vous voulez bien, nous embarquons. Voilà. Musée tout récent qui a ouvert ses portes en 2015. Et qui rend hommage évidemment au patrimoine aéronautique toulousain, de Caravelle jusqu'à l'A400M aujourd'hui, sans oublier bien sûr deux Concorde, l'A300B que l'on a aperçu, qui est le premier de la gamme Airbus, puisqu'il s'agissait de transporter 300 passagers à l'époque, jusqu'à l'A400M aujourd'hui, qui est l'avion de transport militaire, transport logistique. Sans oublier bien sûr l'A380, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors c'est un musée qui présente 35 aéronefs, qui présente l'aviation dans tous ses usages, que ce soit l'aviation de sport, de loisirs, de transport, civil, affaires, fret, mais également de transport militaire. On aperçoit des avions de chasse. Voilà le F-104. Alors l'avantage c'est qu'on peut pénétrer dans certains de ces aéronefs. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis ce qui nous intéresse également, ce sont les questions d'actualité, l'aviation durable. Sans oublier bien sûr un tour par les simulateurs. En l'occurrence là il s'agit du poste de pilotage de l'A380. Le public peut s'exercer, avec des avions anciens également. Alors le volet historique est abordé grâce à une très belle fresque de 60 mètres de long. Au début, Et le visiteur est vraiment invité au voyage, peut entrer dans les avions et en découvre l'envers du décor. Tout ce que le passager ne voit pas lorsqu'il prend l'avion, on peut le voilà le la voir. 380, non Alors non, ça c'est l'A300, qui présente plusieurs possibilités d'aménagement commerciaux. Et puis le Super Guppy qui était le prédécesseur du Beluga que l'on voit encore qui transporte les voler dans le ciel toulousain et qui transporte qui achemine les tronçons jusqu'aux chaînes de montage toulousaines. Et puis la 380, la 400M, il y a vraiment la dernière actualité. Oui, tout à fait. La 380 est entrée au musée en 2019, a été ouvert au public juste au moment du confinement en mars 2020. Et c'est un avion qui dispose de 500 mètres carrés, entièrement muséographié, donc on peut en apprendre sur le programme, toute la construction de cet avion, mais également les essais en vol. Et puis la partie supérieure est aménagée. Oui, c'est très impressionnant de rentrer dans. Est aménagée avec des équipements de standing. Dans ce vaisseau transformé. C'est assez impressionnant, parce que c'est quand même. Et puis on rentre dans le Concorde chez vous aussi. Et oui, on rentre dans le Concorde. Alors il s'agit du Concorde numéro 1 de série. C'est un avion. Alors c'est pas le tout premier, c'est pas celui du premier vol, mais c'est un avion d'essai. Qui présente encore toutes ces installations. Et puis, au fond de l'avion, on peut voir la cabine présidentielle, puisque cet avion a transporté Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, avec une très belle table en formica des années 70, dont je vous laisse deviner la couleur.
voilà, je vous invite à venir nous voir. Vraiment, il faut venir à Toulouse aussi voir Aéroscopia, le site des espaces, pardon. Et donc, peut-être pour terminer, pour en revenir sur le volet mémoire, Absolument. on a à Toulouse de belles machines, mais on a également la chance d'avoir les hommes qui ont construit ces machines, et on aborde évidemment ce volet mémoire que l'on collecte. Donc les anciens salariés sont invités à venir témoigner, enregistrer toute leur carrière pour la postérité. Alors les internautes qui peuvent intervenir sur le web nous demandent les horaires d'ouverture, les jours, vous les avez en tête peut-être ou pas? Alors nous sommes ouverts tous les jours de l'année, excepté Noël et 1er de l'an, de 9h30 le matin à 18h et 19h en saison pendant les vacances scolaires. La cité, c'est la même chose toute l'année, j'imagine, Christophe? L'espace, voilà, suivant les saisons, mais c'est du 10h, 18 ou 19h en fonction aussi de la période estivale, bien sûr, nous permet de terminer plus tard. Fabienne parlait des hommes chez vous aussi. Sur le deuxième site, l'envol des pionniers, il y a une vraie appropriation humaine de l'histoire de l'aérospatiale, postale, etc. Mais comme disait Fabienne, c'est vrai, capitale aussi l'aéronautique à Toulouse, et cette identité toulousaine qu'on connaît bien, celle de l'aéronautique, elle est née dans un quartier qui existe toujours, qui s'appelle le quartier de Montaudran. Et pourquoi? Parce que là, juste après la Première Guerre mondiale, un industriel, Pierre-Georges Latécoère, a décidé d'installer une usine d'aviation, une usine d'assemblage d'avions pour construire les premiers avions à Toulouse. Et pour créer aussi une ligne aérienne, on va appeler ça les lignes aériennes Latécoère, et puis plus tard elles deviendront l'aéropostale, ça c'est resté dans les mémoires, avec ce rêve un peu fou de transporter du courrier par les airs, de Toulouse jusqu'au Maroc, au Sénégal et puis en Amérique du Sud, avec tous les pilotes légendaires qui sont restés aussi dans les mémoires. Alors, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est vrai qu'on a une exposition qui est magnifique à l'heure actuelle. Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes, qui dévoile un peu toutes les facettes de ce... Alors, écrivain-pilote, pilote-écrivain, vous savez, il est né 2 fois, Antoine de Saint-Exupéry. Il est d'abord à Lyon, en 1900. Il est né une 2e fois, c'était en octobre 1926, quand il a débarqué à Toulouse pour passer un entretien, pour entrer à l'aéropostale. C'est là qu'il est devenu vraiment pilote, aviateur. Et de cette expérience de camaraderie, de valeur, d'échange avec la communauté, les mécanos, les pilotes, les contremaîtres, qui s'est passé là, à Toulouse, à Montaudran, dans ce quartier, c'est ce qu'on raconte dans l'envol des pionniers, à travers d'ailleurs de comédiens, vous verrez, qui viennent surprendre un peu votre visite pour raconter ça. C'est là aussi qu'Antoine de Saint-Exupéry est devenu écrivain. Et on est là vraiment dans l'histoire de la ville, puisque même au centre-ville, avec l'hôtel du Grand Balkan, qui a servi de havre de paix à ses pilotes, il y a dans chaque recoin de la ville, évidemment, des témoignages. Et puis, Oui, alors on parle de Saint-Exupéry, mais c'est tous ces pilotes, souvent anonymes, il y en a eu des centaines qui ont travaillé à l'aéropostale, qui ont participé à cette aventure, et puis les mécanos, j'en parlais un petit peu. Eh bien oui, la plupart de ces personnes-là, il y a beaucoup de garçons, pas trop de filles à l'époque, mais bon, logés dans ce fameux hôtel du Grand Balcon, qui est juste à côté de la place du Capitole, qui existe toujours, avec la chambre, qui existe toujours, numéro 32 de Saint-Exupéry. Et puis il y avait aussi les cafés, le bain, le Père Louis, qui était fréquenté par ces pilotes. Donc oui, il y a toute une trace, en fait, une mémoire de l'aéropostale qui reste vivante à Toulouse. Et l'envol des pionniers, en fait, c'est le lieu, dans le lieu historique, dans les murs n'ont pas changé, il y a une architecture qui a été conservée. C'est là qu'on raconte, notamment avec l'intermédiaire de ces comédiens, cette histoire humaine de l'aéropostale, le berceau de l'aéronautique toulousaine. Oui, on est vraiment au cœur de l'histoire. Je pense qu'il faut faire parler Magali Delmas de l'Office de tourisme, parce que de toute façon, les lieux qui nous ont été décrits font partie de vos préconisations auprès du public qui vient de vous rendre visite, évidemment. Tout à fait, puisque Toulouse, c'est vraiment un terrain de jeu, finalement, pour les guides. Il y a de tout, c'est vraiment une thématique très riche, très variée. Et là, donc, aujourd'hui, on peut rebondir sur la notion de mémoire, avec le canal du Midi. Qui est aussi un vecteur... Voilà, on se promène, on fait du vélo, on est sur une péniche, où on ne peut, ne serait-ce qu'avec une petite seconde, penser au moins aller à Pierre-Paul Riquet, l'ingénieur, le concepteur du canal du Midi, qui nous a laissé ce bijou qui est inestimable. Et qui est classé au patrimoine qui est classé, mondial. Classé, comme l'est aussi le canal de Brienne, ici à Toulouse. Mais il est classé UNESCO. Au départ, il a conçu cela pour développer le commerce fluvial. Et aujourd'hui, c'est un bijou pour le
slow tourisme. Voilà, on y va, c'est le tourisme de l'instant présent, on se promène, même on s'arrête. On a, voilà, on peut regarder le miroir de l'eau du canal du Midi, les eaux vertes du canal du Midi, comme le chantier de Nougaro. Claude Nougaro. Et autrement, il y a d'autres miroirs à ceux des vitres, des immeubles qui sont à côté. Et voilà que surgit le patrimoine du XXe siècle et même du XXIe siècle. Il y a le street art, voilà, beaucoup de prétextes pour découvrir la ville. C'est vrai que c'est un fil conducteur et à partir de là, on peut découvrir d'autres quartiers. Et le musée est sur le parcours. Hein. Fait, pas loin. Antoine nous le disait, on est vraiment dans la ville et près du canal qui est là, voilà, tout à côté. Le 200 mètres du pont de Demoiselle, Ouais. il y a le street art, il y a le canal du Midi juste à côté. Et voilà. Donc on peut coupler justement la visite de ce musée, la Résistance et les bords du canal du Midi. Tout à fait. Parfait. Bon, allez, on fait un petit tour en vidéo maintenant sur des acteurs de cette ville que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir après nous avoir écouté. Des acteurs de terrain, de quotidien, restauratrices, hébergeurs et puis loueurs de vélos, une agence de loueurs de vélos qui parcourt le canal du Midi. Vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Hôtel. Plutôt meublé. C'est un lien avec notre activité meublée, c'est typiquement convivial. Alors bien évidemment hôtel. En tant que directrice d'hôtel, la question voilà, elle se pose pas, ça sera hôtel. Après bien évidemment le meublé c'est aussi pratique pour les familles, mais hôtel. Les deux. Comme bon vivant, je dirais cassoulet quand même. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai jamais goûté un fénétrat. Donc je pourrais pas vous le dire. Et les cassolets, c'est pas trop mon affaire non plus. On le conseille beaucoup à nos clients quand ils viennent à Toulouse à l'hôtel. Ils nous demandent où est-ce qu'on peut manger un bon cassolet. Mais personnellement, c'est pas du tout mon plat préféré. Les deux. C'est difficile de faire un choix, les deux. Pas facile, plutôt promenade, comme le vélo par exemple. Je dirais les deux, parce qu'il faut alterner. Quand on visite une destination, c'est bien d'avoir les balades en plein air, découvrir une ville et aussi faire des musées en fonction des intérêts. Vélo, mais le métro est parfois indispensable. Ah, plutôt vélo quand même. Alors si on a la possibilité, ça sera vélo. Après, faut-il qu'il y ait des pistes cyclables. Moi, malheureusement, j'habite à l'extérieur de Toulouse. Venir en vélo, ça ne sera pas possible. Mais sinon, ça serait le vélo. Alors, je suis Cathy Mélier, je suis restauratrice. Nous avons un groupe familial avec 4 restaurants. Donc 3 basés à Toulouse et 1 à Marciac dans le Gers. Donc nous avons Le Bon Vivre, 15 bis Place Wilson qui a ouvert en 90. Le Gigot, Place Victor Hugo qui a ouvert en 1995. Le Gigot à Paris, Gigot Drouot qui a ouvert en 2002. Et le Gigot Marciac, le dernier né qui a vu le jour en l'été 2012. Dans le petit village de Marciac où évidemment il y a le Festival international de jazz depuis voilà, plus de 40 ans, 44 ans je crois à ce jour. C'est un restaurant éphémère. Nous travaillons en cycle court avec les producteurs, donc les paysans. Et pour ceci, comme nous travaillons vraiment en cycle court et nous achetons direct aux paysans et producteurs, nous avons un atelier artisanal qui est vraiment le départ de notre chaîne où toutes les bêtes, tout arrive là-bas. Donc nous produisons et nous fabriquons tout pour nos établissements et à l'extérieur puisque nous avons aussi une boutique à l'aéroport. Tous nos produits, toutes nos conserves, nos salaisons sont fabriqués avec moitié sel puisque nous savons bien que le sel est un de nos ennemis premiers. Donc nos charcuteries, c'est un médicament, hein, c'est pas un poison comme ça peut l'être dans certains cas.
sans conservateur, sans nitrite. Voilà. Nous vendons aussi nos produits et nos conserves en boutique en ligne et toutes nos salaisons sont aussi servies dans nos restaurants. Cela nous permet de rapprocher l'urbain et le rural puisque le rural c'est l'essence même de notre vie. Hein. Si nous pouvons consommer bien en permettant aux paysans de travailler leur fertilité du sol, le client et nous-mêmes nous régalons et à l'arrivée nous faisons du bien à notre santé. Donc on peut manger bien, se régaler, nous sommes des marchands de bonheur dans nos établissements, en se faisant du bien et en faisant du bien aussi aux paysans et au sol, puisque voilà, il ne faut surtout pas penser qu'à nous, la terre sur laquelle on est et qu'on la laisse à des générations futures. Et donc c'est important et cela fait partie de notre ADN et nous en sommes tellement fiers et heureux. Alors moi je suis Sébastien Donati, fondateur et gérant du Petit Cyclo, une agence toulousaine qui regroupe 3 domaines d'activité, agence de voyage à vélo avec des circuits tout inclus dans le sud de la France, l'agence de location de vélo spécialisée sur le canal des Deux Mers à vélo et enfin le magasin et l'atelier réparation de vélo qui est situé avenue de Lurs à Toulouse. Alors, mon nom c'est Sandra Lampé-Mangartner, je suis directrice du Grand Hôtel et l'Opéra à Toulouse. Donc c'est un hôtel 4 étoiles historique en plein cœur de Toulouse sur la célèbre place du Capitole. Et donc je suis toulousaine d'adoption, je suis à la base autrichienne et je suis venue sur Toulouse il y a une dizaine d'années pour prendre donc la direction de cet hôtel de charme sur la place du Capitole, qui a l'habitude d'accueillir des clients de l'étranger, un peu du monde partout, mais également une grosse clientèle française depuis la crise du Covid. Nous revoici en direct sur le plateau du Facebook Live présenté par Haute-Garonne Tourisme, en direct du musée départemental de la Résistance et de la Déportation avec Antoine Grande, notre hôte. La perception de Toulouse, vous l'avez peu, vous, parce que vous êtes là depuis peu de temps, je crois. Mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez la brique rose? Elle était partout là sur ces images. Mais ce qui est partout aussi à Toulouse, c'est les lieux de la Résistance et les lieux de leurs souvenirs. Et le musée de la Résistance et de la Déportation propose de nombreuses visites urbaine, ici à Toulouse, à proximité du musée. Je pense au monument à la gloire de la Résistance et de la Déportation, la plaque des Justes qui se trouve dans le Jardin des Plantes, et puis les lieux historiques, le siège de la Gestapo, les endroits d'exécution, les endroits de résistance, de distribution de tracts, jusqu'à la place du Capitole, qui est aussi un lieu de résistance et du premier acte de résistance lors du défilé du maréchal Pétain, alors chef de l'État français. Donc de la brique rose, mais la brique rose chargée d'histoire, et vous retrouverez dans notre programmation, sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, toutes ces annonces de visites qui sont organisées et accessibles ici au musée, en l'évoquant tout à l'heure, aussi en accessibilité totale. C'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. Oui, puisque le musée est labellisé. Absolument, sur toutes les formes de handicap. Oui. Et là aussi, vous retrouverez des visites basées sur la perception sensorielle. Vous évoquiez tout à l'heure les objets, on a évoqué tout à l'heure la gastronomie toulousaine et ce type d'éléments. Eh bien, les sens peuvent aussi être des outils de visite pour découvrir l'histoire de la résistance et de la déportation d'une manière vivante, active et dynamique. Je pense à Magali aussi, la ville, on la parcourt à vos côtés, puisqu'on peut bénéficier de visites guidées collectives, mais aussi individuelles. Voilà, même privatives, oui. Ça se fait aussi, voilà, une personne, deux, jusqu'à 30 à peu près, puisque c'est le maximum qui a une certaine fenêtre pour tous, finalement. Voilà, donc en ville, le long du canal du Midi, on a aussi des visites qui incluent donc une partie des berges du canal du Midi. Hein. Je pense à celle qui va avoir bien... On les voit, hein. Voilà. Ouais. Le 28 mai prochain, le samedi 28 mai à 10h, il y a une visite qui s'intitule « Visite à vélo ». Donc il va inclure donc, une partie patrimoniale, évidemment, les bords de Garonne et aussi le canal du Midi. Voilà. Et puis le même jour, voilà, c'est comme si c'était fait exprès, c'est parfait. Le 28 mai, donc toujours samedi 28 mai à 14h30, il y a une visite qui part de pas très loin d'ici, puisqu'on est dans le quartier du Buscat. C'est le quartier Mon Plaisir. Et donc on vous montrera les belles demeures toulousaines, et puis aussi
pourquoi pas, ça peut servir de départ, un beau prétexte pour aller visiter le canal du Midi, voilà, puisqu'il est juste à côté. Fabienne, peut-être vous, votre perception de la ville, parce que vous êtes à Blagnac avec Aéroscopia, mais tout à fait, nous sommes excentrés. Vous arrivez quand même à venir nous voir au centre-ville. Oui, alors d'autant que je suis née à Toulouse. Bon. Toulouse est ma ville de cœur, et mon métier d'origine était le métier également, le métier de Magali. J'étais guide conférencière, donc j'ai parcouru la ville dans tous les sens. J'ai eu la chance de travailler pour un très beau musée, la Fondation Bimbert. Oui. Et c'est vrai que j'aime particulièrement les hôtels particuliers. Il y a vraiment tout un parcours dans la ville qui est passionnant. On vous les conseille, Antoine, il faut les découvrir. Avec les cours intérieurs qui sont magnifiques. Hein, tout à fait. Quand on peut pousser quelques portes. Bien sûr, il faut pousser. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, à aller au fond des couloirs pour découvrir de très belles arrière-cours. Même dans les rues, rue Saint-Rome, je pense à la rue Saint-Rome, tout à fait. Il y a une porte qu'on peut pousser avec tout à fait. Au fond de la cour un escalier majestueux. Vraiment impressionnant. Ouais. C'est un détail, mais il faut y aller. Christophe, tu connais ça, ce lieu ou d'autres lieux? Oui, alors des lieux. Moi, ce que je dirais, Toulouse, c'est une ville. Enfin, moi, je suis à Toulouse aussi, comme Fabienne. J'ai fait des études d'ingénieur, c'est aussi une ville où on est ingénieux, où on invente, où on imagine des choses en fait, et c'est ce dont on parle aussi dans nos lieux. Et ça, encore aujourd'hui, je dirais, surtout aujourd'hui, parce que Toulouse est connue dans le monde entier par rapport à cette ingéniosité, cette inventivité, que ce soit dans le spatial, que ce soit dans l'aéronautique. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de découvrir Toulouse par l'intermédiaire de cette identité. Et puis alors, je ne connais pas cette porte dont tu parles. Il faut que je t'amène là-bas. Mais moi, est-ce que tu connais la carte du ciel qui est à l'église Saint-Cernin? Ça, c'est quelque chose. Joli. Dès le XIIIe siècle, bravo. On faisait de l'astronomie à Toulouse. Vous voyez, bon, alors, on file en ville tout à l'heure, Christophe, pour se faire découvrir tout ça. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, vous le disiez Fabien, je trouve que c'est important. Et puis les gens sont conviviaux, donc on peut aller vers les Toulousains sans problème. Les étudiants, c'est la deuxième ville étudiante de France, donc c'est toujours aussi un facteur de beaucoup d'ébullition tous les soirs et de vie et de convivialité. Voilà, moi aussi j'ai fait mes études à Toulouse et les parties de pétanque jusqu'à 4h du matin restent de très bons souvenirs. Alors on est convaincus, il faut venir nous voir, et puis d'autant plus que l'actualité culturelle se multiplie. Je crois que vous l'avez évoqué, Magali, il y a une date toute proche. Tout à fait, voilà. Le 28 mai. Autrement, l'Office du tourisme propose un panel d'une centaine de visites guidées différentes thématiques, différentes périodes, donc n'hésitez pas. Tout à l'heure vous parliez des cours. Voilà, il y a une visite qui s'intitule Petit tour dans les cours, voilà, entre autres. Donc la thématique est toute trouvée. Peut-être Antoine nous dire quelles sont les actualités qui viennent au musée d'ici quelques semaines. Alors dans un temps court, nous avons la nuit des musées. Samedi. Ce samedi, je crois que nous serons tous sur le pont, non pas à regarder les étoiles, sauf peut-être à la Cité de l'Espace, mais en tout cas dans nos institutions. Donc ici au musée, ce sera le dernier week-end de présentation de l'exposition consacrée à Beate et Serge Klarsfeld du Mémorial de la Shoah que nous avons présenté, adapté ici au musée. Et nous proposerons des visites guidées flash, parce que c'est vrai que les visites de la nuit des musées, un petit peu comme pour les journées européennes du patrimoine, sont des moments où les familles vont visiter plusieurs sites. Donc on avait à cœur de faire un condensé, une sorte de best-of du lieu pour que les gens puissent venir au musée sans y passer forcément toute la soirée. Mais pour ceux qui souhaitent y passer toute la soirée, ils seront les bienvenus, parce que nous aurons pour leurs enfants des ateliers créatifs autour des affiches de la Résistance, des brassards, où ils devront faire leurs propres affiches et leurs propres brassards. Donc des journées, une nuit des musées assez classique sous le signe de l'histoire et de la mémoire, mais qui va ouvrir un prochain cycle, puisque nous accueillerons à partir du 25 juin une exposition temporaire jusqu'au mois d'octobre consacrée à Joséphine Baker, sur l'ensemble des facettes de Joséphine Baker, femme libre, qui a su se jouer des codes, les retourner, mais toujours s'engager du côté des luttes et des droits. Et donc nous aurons le samedi 25 une ouverture au public à travers des défilés de mode et des ateliers de maquillage de Charleston qui seront là aussi présents tout l'été, un concert de jazz, et tout ça annonce un cycle qui débute au cours de l'été consacré à la Joséphine Baker
à la fois dans la joie, parce que je pense qu'il faut savoir se réjouir aussi dans nos lieux, mais aussi tous ces combats contre le racisme, l'antisémitisme, les préjugés dont elle a été victime et auxquels parfois certains ont essayé de la réduire et dont elle a su se jouer, tout en lançant en parallèle notre cycle culturel et mémoriel autour de l'année 1942, qui est l'année où débutèrent les rafles et les persécutions antisémites et les premières déportations ici depuis notre région, donc avec nos amis du Mémorial de la Shoah, là encore une programmation qui alliera histoire, musique, conférences, témoignages, débats, éclairant l'actualité, le passé et peut-être nous permettant de faire fraternité ici autour de belles valeurs humanistes. C'est clair, et puis des valeurs aussi festives, puisque le festival 31 Notes d'été s'arrêtera chez vous à 2 reprises au mois d'août, le 19, le 27 août. Ce festival qui dure tout au long du mois d'août et qui essaime à travers tout le territoire de Haute-Garonne s'arrêtera ici. C'est important de le dire parce que c'est un beau festival avec une scène haute-garonnaise qui est très vivace et qu'on ne connaît pas assez. La nuit des musées, Christophe, elle est aussi chez vous, chez toi. Oui, alors Vol des Pionniers, voilà, le 14 mai, ça sera l'occasion de découvrir un peu différemment ce site de Vol des Pionniers et peut-être d'ailleurs vous permettre de mieux découvrir ou redécouvrir Antoine de Saint-Exupéry au travers de lectures avec des animations tout à fait particulières que l'on organise aussi pour cette soirée. Il y a une autre nuit à la Cité de l'Espace, c'est la nuit des étoiles. Et oui. Ça c'est début août, vous regarderez, vous regarderez les dates sur le site internet où là on va pouvoir en effet porter le regard vers les étoiles avec nos amis astronomes amateurs qui apportent tous leurs instruments et puis on profite. Oui, parce que c'est un site aussi très ouvert, la Cité. Oui, c'est les jardins, en fait, on a 4 hectares d'espace, et donc tous ces jardins sont aussi des lieux, alors d'exposition, des lieux de vie, des lieux de découverte, des lieux de rencontre. On a aussi plusieurs événements, les nocturnes à la Cité de l'Espace, l'été, le jeudi soir et certains mardis soirs, où on peut là aussi passer du temps à la Cité de l'Espace, dans ces jardins, mais pas que, sous une forme un peu particulière, avec d'autres ateliers, d'autres activités, le soir d'été, voilà, à la douceur de on y est là aujourd'hui, il fait un temps splendide sur Toulouse. Est-ce qu'on vient à Aéroscopia aussi cet été Oui, pour des moments... on vient à Aéroscopia cet été. Effectivement, on peut également profiter de la douceur estivale, puisque dès le mois de juin, on ouvrira la guinguette. À proximité du musée avec vue sur les avions. Ça c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. C'est sympa. Vous visitez voir les avions. Et puis, alors le gros événement à venir, c'est les 21 et 22 mai, mission pilotage. Absolument. Là, une foule d'animations. D'animations proposées par des pilotes, et il s'agira de comprendre ce que représente le pilotage pour ces messieurs. Alors pour les uns, c'est un défi technologique, pour les autres, c'est la liberté, la passion. Et donc là, le public pourra venir à la rencontre de toutes ces personnes et échanger de façon conviviale. Avec une petite mention également des activités dédiées aux personnes en déficience visuelle ou en déficience auditive. Voilà, c'est vraiment, on est labellisé tourisme et handicap et c'est pour nous important de partager nos événements avec tous les publics. Merci Fabienne, et puis je me tourne vers vous aussi Magali, parce qu'un nouveau festival arrive à Toulouse du 8 au 24 juillet, le festival de Toulouse, la tête dans les étoiles, on n'en sort pas. Tout à fait, voilà. Voilà, avec une riche programmation, je crois, de mémoire, Julien Clerc sera là, il y a beaucoup de beaux plateaux qui sont prévus cet été, à Toulouse entre autres, et puis ça me permet de rebondir également sur le département, puisque la Haute-Garonne reste active tout l'été, on est ravis de vous accueillir sur divers sites, dans divers villages et diverses villes, avec Carbone, le festival Empreinte Carbone qui va accueillir un grand nombre d'auteurs de polars prestigieux, je pense à Franck Tilliez entre autres, et puis Olivier Marchal, le réalisateur et acteur. C'est ce week-end, 14-15 mai, 17 au 22 mai, la semaine des cultures urbaines, là aussi disséminée dans tout le département, Castanet-Tolosan, Martre-Tolosan, Toulouse, Saint-Gaudens, Villemur-sur-Tarn, et puis également la fête de l'écotourisme qui se déroule jusqu'au 19 juin dans toutes les stations vertes du département. Donc venez nous voir, venez voir la campagne, la ville évidemment avec ses équipements de compétition. Et puis évidemment nous nous retrouvons d'ici quelques semaines à Grenade-sur-Garonne, un autre lieu, un autre site et puis d'autres ambiances le 31 mai pour un nouveau Facebook Live pour la Haute-Garonne part en live avec l'équipe qui est ici, que je salue et que je remercie. Et puis c'est à moi de vous remercier encore pour votre présence à tous pour ce plateau
bientôt. Merci pour l'accueil, Antoine Grande, dans ce musée à découvrir également et très, très émouvant. Musée départemental de la résistance et de la déportation. Aéroscopia, Cité de l'espace, l'envol des pionniers, et puis la ville de Toulouse et son office de tourisme situé place du Capitole. Ouais, oui, voilà. Les petits fascicules de papier, les lieux stratégiques avec toutes les propositions. Ouais. Même j'ai lu en oui, absolument. Musée. Ouais. Voilà, et puis après aussi sur le site internet. Voilà, en fait, il y aura une programmation. En fait, c'est une programmation trimestrielle. Et tout au long de l'été, vous aurez voilà, aucune monotonie, que des visites différentes. Merci Magali, merci Christophe, merci Fabienne et Antoine. À très bientôt, 31 mai à Grenade-sur-Garonne. Merci.